Bienvenue sur le plateau de Branché TV. Ce soir, nous vous présentons le premier épisode d'une série qui s'intitule « Prendre soin ». Nous aborderons en particulier la thématique des relations entre soignants. Et cette émission est à l'initiative d'AsproJeunes. Alors AsproJeunes, c'est l'association pour la prévention du risque opératoire. Et les jeunes, ce sont tous nos collègues qui vont bientôt s'installer ou qui viennent de s'installer et qui rencontrent des défis qui sont en lien avec les enjeux de cette installation. Alors nous commençons ce soir en abordant les relations entre les soignants et le but ce soir c'est de pouvoir discuter de l'importance de ces relations, pourquoi elles sont si particulières, comment elles évoluent tout au cours de notre formation et de notre carrière professionnelle et comment faire dans certaines situations qui peuvent être considérées comme difficiles. Alors pour en discuter avec moi ce soir, j'ai Audrey Chavas qui est déléguée générale d'Aspro. Bonsoir Audrey. Bonsoir Julien. Le docteur Arthur Perrotte qui est interne en urologie à la PHP et représentant de la FUF. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Le docteur Adrien Panis qui est également interne en urologie. Bonsoir Julien. Et enfin à distance, le docteur Nathalie Prieto qui est psychiatre à Lyon et qui s'occupe en particulier de la CUMP, la cellule d'urgence médico-psychologique. Bonsoir Nathalie. Bonsoir à tous. Alors, comme d'habitude, vous pourrez réagir et poser vos questions sur le chat. Et Audrey a avec elle la tablette et modérera ces questions pour pouvoir les intégrer à notre discussion de ce soir. Voilà. Vous pourrez enfin revoir ce live en rediffusion sur le site de Branché Solutions et vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'attaquer directement et tout au fil de cette soirée, nous demanderons à nos deux internes comment est-ce qu'ils ont potentiellement vécu certaines expériences. Et à partir de ces retours d'expérience, nous essaierons un peu de conceptualiser certaines notions avec l'expertise du docteur Nathalie Prieto. N'hésitez pas à réagir et n'hésitez pas vous-même en direct à poser vos questions sur le chat. Alors, pour partager ces retours d'expérience, il me semble intéressant de commencer par aborder la question de l'évolution des relations, parce qu'on fait des études qui sont longues et tout au long de nos études, on peut avoir, au-delà des années qui passent, un changement dans les relations. Est-ce que vous avez tous les deux, Arthur et Adrien, peut-être des exemples d'évolution de vos relations avec les soignants entre votre première année d'internat et puis cette quatrième année maintenant ? Oui, je vais peut-être commencer. Effectivement, pas mal d'évolutions. Déjà, on part de l'externat des études de médecine. On n'a pas une grande connaissance, pas du tout d'expérience. Et au banc de la faculté, on apprend un peu à interagir avec les autres. Et puis, on devient un jour interne. Et là, un grand changement. On a des responsabilités. On doit prendre un bip d'astreinte et on doit communiquer avec les autres. Alors, avec nos co-internes plus âgés, avec nos chefs de clinique, nos jeunes seniors et puis aussi avec des gens comme des agrégés, des patrons, des seniors. Et parfois, cette communication, elle peut être un peu difficile. Et c'est vrai qu'il y a cette évolution tout au long de l'internat. Faible expérience que fin d'internat, ça fait 4 ans. En tout cas, quand on arrive, on est jeune, on est novice. Il y a un peu ce syndrome de l'imposteur. On doit commencer à répondre à des questions alors qu'on n'a pas beaucoup de connaissances. Donc, on a cette relation un peu hiérarchique où on est un peu un subordonné de tout le monde. Et au final, avec le temps, on prend de l'expérience, on prend du grade et j'ai l'impression qu'on arrive à s'affirmer un peu plus et on arrive à affirmer nos indications, alors indications opératoires dans notre spécialité par exemple, mais les choses s'améliorent et on arrive à trouver une place, je trouve. Donc au début, c'est un peu difficile de trouver sa place en tant que jeune, sans trop d'expérience, sans trop de connaissances et au final, on arrive à s'affirmer progressivement. Donc une vraie évolution qui est tout à fait rassurante et je pense qu'avec le temps qui passe, on a de plus en plus d'aisance dans nos relations, avec les autres collègues. Vous avez fait toutes vos études à Paris ou uniquement l'internat à la PHP ? Uniquement l'internat. Moi, j'ai un parcours un peu atypique. Donc, je viens du sud-est de Nice. J'ai fait ma faculté de médecine à Lyon, okay. Donc mes 6 années de fac à Lyon. Et ensuite, je suis arrivé pour l'internat à Paris. D'accord, très bien. Et vous, Adrien, vous êtes parisien depuis le début ou uniquement pour l'internat ? Je suis parisien de naissance, mais j'ai fait ma faculté et mon externat à Rennes. D'accord. Et je suis arrivé pour l'internat effectivement à Paris. Ok, parfait. Alors, est-ce que vous avez comme ça un exemple qui vous viendrait à l'esprit de relation qui a changé entre cette première et cette actuelle quatrième année d'internat ? C'est vrai que comme le disait très bien Arthur, c'est que la première année d'internat, c'est une année de nouveauté et qu'on a un certain manque de confiance en soi par rapport à ces indications et à toutes les responsabilités qu'on peut avoir.
Donc il est très difficile de s'affirmer au début et on peut être amené très rapidement à s'affirmer par l'opposition face aux soignants, parce que je pense surtout au personnel paramédical, où on peut être amené à vouloir nous prendre les décisions et l'exprimer de la mauvaise manière. Donc je pense que tout au long de l'internat, on a cet apprentissage théorique et pratique, puisqu'on est en internat de chirurgie, mais on a aussi cet apprentissage de la relation avec les soignants. Et ça, moi j'ai trouvé qu'il y avait une certaine évolution. D'accord. Alors, Nathalie Prieto, est-ce que j'ai entendu 2-3 mots-clés enfin, qui me font un peu réagir. J'ai entendu j'ai entendu aisance, j'ai entendu aussi qu'ils ont des choses à prouver quand ils arrivent parce qu'ils sont jeunes. Est-ce que de façon générale, il y aurait des conseils peut-être qu'on pourrait donner à des internes qui arrivent au début d'internat, qui ont donc normalement 24 ans à peu près, et entre 24 et 30 ans, c'est une période importante de sa vie. Est-ce qu'il y aurait des conseils à donner de façon générale à un interne qui arrive pour trouver le positionnement idéal dans un service? Je crois qu'il y a plusieurs conseils et ce n'est pas forcément simple parce qu'autant on peut être formé à la relation soignant-patient, autant avec les collègues, ça oblige à une position intermédiaire où on est à la fois dans le contrôle et à la fois, bon, c'est des collègues, on peut être plus ou moins amis, donc c'est un peu compliqué. Moi, je crois qu'il faut toujours un peu ce qu'on disait auparavant, ce qui est bien montré par nos deux internes, c'est que les choses doivent se faire progressivement. Parce qu'effectivement, s'affirmer, c'est tout à fait possible. Être reconnu, ça va aller de soi. Mais si on le fait progressivement et si on apprend quelque chose qui s'appelle l'assertivité, c'est-à-dire cette manière de se positionner sans avoir à la revendiquer de manière trop forte, cette position de savoir, tout en acceptant de reconnaître la position de l'autre, qui peut être un désaccord ou qui peut être… Et ça, c'est une communication qui est difficile, qui est à la fois dans l'assertivité, à la fois dans la direct, pas forcément dans quelque chose qui soit trop directif d'emblée, et sachant que particulièrement le personnel paramédical supportent mal les médecins, et notamment les médecins qui tout d'un coup, parce qu'ils deviennent PH, a fortiori PUPH, tout d'un coup ont un changement d'attitude qui va avec leur promotion. Ça, c'est jamais bien compris de la part des équipes. Ouais, donc la brutalité, le caractère abrupt d'un changement, c'est ça finalement qui peut être mal perçu. Et puis je crois qu'il faut alerter les très jeunes internes sur une manière de communiquer qui est toujours dans le respect de l'écoute de l'autre, même quand on n'est pas d'accord. On peut signifier son désaccord. Et ça se fait dès l'arrivée dans les services, même dans l'externat, où il faut déjà apprendre ça parce que c'est protecteur vis-à-vis de l'évolution de carrière au plan relationnel. Ça, Arthur, Adrien, est-ce que vous avez l'impression d'être les mêmes qu'il y a 4 ans? Non. Clairement pas, clairement on a évolué, mais je voudrais juste revenir sur ce changement brutal dont vous avez parlé. C'est très vrai, et moi j'ai un exemple il n'y a pas si longtemps que ça, un de mes chefs de clinique, donc pour ceux qui ne savent pas, 32, 33 ans, qui a sa patientèle, qui gère ses blocs opératoires, donc à sa responsabilité, qui passe praticien hospitalier, donc il y a un titre de CDI, donc il prend du grade dans notre service, et avec qui on a des relations qui changent brutalement, alors j'étais son interne pendant un bon moment, il m'a appris beaucoup de choses, et d'un coup ça devient beaucoup plus froid, beaucoup plus distant. Je l'ai un peu mal vécu personnellement, bon, rien de bien méchant, mais ça a créé un fossé. Et si ça le crée avec moi, je pense que ça l'a créé avec d'autres, ça l'a créé aussi avec sa relation avec ses patients sûrement. Et ça peut être pris un peu comme de la pédance. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Et effectivement, il faut quelque chose de progressif. Tout ce qui est changement brutal, que ce soit de statut à l'hôpital ou personnel, je pense qu'il faut vraiment l'anticiper et faire attention à ça. Et c'est vrai que, pour revenir sur ce qu'a dit Mme Prieto, on n'a pas de formation à ça. Autant on commence à voir venir sur les bancs de la faculté des cours sur le relationnel avec les patients, comment se comporter avec les malades, notamment en soins de support, etc. Mais pas du tout, en tout cas j'ai aucun souvenir à mon époque, entre guillemets, d'avoir eu des cours de formation entre collègues. Ouais, alors est-ce que ça s'apprend ça, Nathalie? Est-ce qu'on peut donner des cours sur comment communiquer entre collègues?
Je crois qu'il y a un bon exemple qui est par la simulation, où effectivement on s'est rendu compte, par exemple, dans des équipes au bloc opératoire, que certains positionnements très directifs étaient parfois utiles. Et quand on s'expliquait, qu'on débriefait, qu'on disait non, si je te demande ça de manière directe, c'est pas brutal, c'est plutôt dans un souci d'efficacité. Mais là, il faut pouvoir communiquer en équipe et pouvoir s'expliquer. Et ça, c'est vraiment un apprentissage qui a beaucoup aidé les équipes. Par exemple, le personnel paramédical supportait mal un ordre, donne-moi ça. Ils avaient l'impression d'être le subordonné qu'on traitait mal. Et en fait, quand on a pu débriefer ensemble avec les équipes et que le médecin ou l'interne a pu s'expliquer en disant, mais non, moi je veux faire court, je veux faire vite, je veux être efficace. Du coup, c'était mieux compris. Et tous ces ajustements en équipe sont extrêmement performants au niveau des soins aussi, dans leurs aspects les plus techniques d'ailleurs. Alors c'est effectivement pas facile parce que notre positionnement il change. Quand on arrive dans un service, on a beau être interne et donc futur médecin, il y a des choses qu'on ne sait pas faire et il y a des choses que parfois les infirmiers nous apprennent. Et quelques années après, on est en position de responsabilité et hiérarchiquement au-dessus. C'est pas un terme idéal, mais en tout cas, on peut avoir des consignes à donner à ces infirmiers. Est-ce que vous avez des exemples, Adrien, de situations où vous avez dû donner un ordre ou une consigne à quelqu'un qui, quelques années auparavant, vous a appris des choses ou voire tout appris? C'est vrai qu'avec l'internat qu'on a, où on change de semestre tous les 6 mois, on repasse rarement au même endroit. Donc non, pour l'instant, j'ai pas recroisé ou en garde peut-être qui m'avait formé et à qui je devais donner des conseils. Non. Des conseils, ouais. Et Nathalie, comment est-ce qu'on peut, dans ces situations, essayer justement de faire passer un message qui est une consigne, enfin qui est, je ne veux pas dire un ordre parce qu'il ne s'agit pas de commander. Une consigne un peu directe à quelqu'un qui nous a appris des choses ou à qui on... Ouais. Et moi, je crois qu'il ne faut pas oublier, mais les médecins en général le font. Moi, par exemple, dans ma pratique, alors je vais parler de moi, les infirmiers m'ont beaucoup, beaucoup appris en psychiatrie. Et c'est vrai que même si ce n'est pas le même, je les reconnais dans ce qu'ils m'ont appris et je m'en souviens toujours et je suis extrêmement reconnaissante encore aujourd'hui. Et parfois, quand ça se passe un peu difficilement avec un de ses collègues, j'essaye de me souvenir de ça et du coup, ça m'oblige un peu à leur parler avec plus de respect, même si je ne suis pas d'accord avec eux, même si je n'approuve pas ce qu'ils ont fait. Mais du coup, je crois que cette petite lumière où on se dit, attends, quand même, on est passé par là, elle aide, je ne sais pas ce qu'en pensent les internes, mais elle aide de se dire, attends, il y a quelques années, quand on faisait moins les malins, et heureusement qu'ils étaient là. Quoi. Et donc, c'est vrai que ça m'a toujours un peu porté. C'est important. Alors, on reviendra dessus tout à l'heure, puisqu'on abordera notamment la façon de communiquer avec la hiérarchie qui peut perturber cette communication. De façon générale, toujours, on a quand même l'impression que les relations entre soignants, elles sont particulières. En tout cas, dans notre métier, dans la santé, on a des relations avec nos collègues qui ne sont pas celles qu'auraient peut-être 2 ouvriers entre eux ou 2 collègues de bureau dans une entreprise. Déjà, est-ce que, à vos yeux, c'est vrai? Est-ce que vous avez l'impression que ces relations elles sont particulières? Et puis, question que je poserai ensuite à Nathalie, pourquoi est-ce qu'elles sont si particulières? C'est le cas. Alors, je ne sais pas, Arthur, est-ce que... J'ai pas beaucoup d'expérience, enfin j'ai pas d'expérience du tout même d'autres métiers et j'ai en fait peu de collègues qui sont en dehors du milieu médical malheureusement, donc j'ai pas eu l'occasion de discuter un petit peu. Particulier, je pense que le fait qu'on soit dans le domaine, qu'on travaille dans le domaine de l'humain, ça donne quelques spécificités à nos relations entre collègues. Je pense qu'il y a une hiérarchie, en fait il y a un peu cette double facette où on a une hiérarchie à respecter, certaines. Et de notre côté, il faut qu'on arrive à être confraternel, à être un peu copain-copain de temps en temps. Et donc parfois, c'est difficile de jouer un peu sur les 2 tableaux, on ne sait pas trop sur quel pied danser, mais il faut toujours rester respectueux envers la personne. Et je reviens sur ce qu'a dit le docteur Prieto, les infirmiers, effectivement, nous en tant qu'internes, en tout cas en chirurgie, c'est eux qui m'ont appris énormément au début. Et aujourd'hui, même si j'ai plus d'expérience, quand un infirmier que je sais expérimenter me dit « t'es sûr de ça, tu penses pas que, etc. »,
j'écoute toujours ce qu'ils disent. Parce qu'on a vite tendance à dire non, j'ai fait des études, etc. Mais en fait, ils ont parfois une expérience telle qu'il faut les écouter. Et je pense que ce premier message clé, c'est l'écoute attentive et la communication, prendre en compte ce que l'autre a dit. Voilà. Mais sinon, vis-à-vis des autres corps de métier, je n'ai pas trop d'expérience, donc je ne saurais pas trop vous dire quelles sont les spécificités particulières. Vous, Adrien, c'est vrai que nos relations, elles sont très particulières parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à l'hôpital. Il ne faut pas se leurrer, quand on est interne, on fait des semaines de 70-80 heures avec des gardes et du travail de nuit. Donc, fort heureusement, nous passons du temps à l'hôpital pour se former, mais aussi nous passons du temps avec nos collègues. Donc je pense que nos relations, elles sont particulières du fait de la proximité qu'on a aussi avec nos collègues. Et que, voilà, je pense que ça vient aussi de là. Alors Nathalie, la proximité, le temps qu'on passe avec nos collègues, effectivement, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent expliquer Je pense qu'ils oublient quelque chose avec lesquels ils travaillent tout le temps, c'est la charge émotionnelle qui est présente dans particulièrement ces métiers, la chirurgie, le bloc, la réa, etc., où non seulement on travaille avec l'humain, mais on travaille avec l'humain en souffrance. Et ça, on a besoin, on ne peut pas être seul face à cette particularité. Donc, il faut qu'on s'aide les uns les autres et aider son collègue ou être respectueux avec son collègue, le protéger, c'est aussi s'aider soi-même. Donc, le copinage ou en tout cas la relation correcte avec ses collègues, elle est fondamentale pour survivre dans le métier. Je vais être très catégorique, ce qui n'est pas le cas d'autres métiers. Ou bien sûr, il faut avoir de bons rapports avec ses collègues. Mais là, j'allais dire, pas dans toutes les spécialités médicales, mais dans certaines, c'est vital. Et il me semble que les vôtres, c'est vital, quoi. On ne peut pas être isolé quand on a un coup dur, quand on a un patient, un dommage, ça se passe mal, etc. Il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir être soutenu par la hiérarchie. Et ça, je dirais, ça crée des relations tout à fait spécifiques et particulières. Vous avez des souvenirs, messieurs, de situations où vous n'étiez pas bien, soit parce que vous étiez fatigué, soit parce que c'était stressant, soit parce que c'était difficile, soit peut-être parce que vous aviez fait une erreur, et où c'est un collègue ou une collègue qui vous a aidé à tenir le coup? Oui, moi j'ai un souvenir, mon tout début d'internat, où j'étais en train de faire la salle, donc être en hospitalisation complète, et on a eu une réanimation à faire en chambre, où la réanimation s'est mal passée puisqu'elle a abouti au décès du patient. Et je me souviens très bien de mon collègue qui était plus âgé, lui, puisqu'il avait au moins 10 ans de plus que moi, et qui est venu me voir, il m'a descendu à la cafétéria, et puis on a pu boire un café, partager ensemble ce qu'on avait vécu, et ça m'avait beaucoup aidé, oui. Moi j'ai un souvenir aussi qui me vient en tête, on faisait une greffe rénale, qui ne s'est pas très bien passé, la patiente n'a pas passé loin malheureusement. En fait cette montée d'adrénaline, c'est la première fois que je vivais ça, c'est une peur intense. Moi j'ai ce souvenir d'un coup d'une sorte de dépersonnalisation, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on est, il faut quand même garder son esprit pour essayer de gérer la chose. J'étais jeune interne, très jeune interne, ça ne m'est jamais arrivé et je touche du bois depuis. Mais j'ai eu mon chef qui était avec moi, donc on a géré la situation, puis on est passé à autre chose. Et après, on a un peu débriefé ensemble, et je pense que ça a été fondamental de parler de ça parce que je l'ai vraiment vécu comme un traumatisme, en toute honnêteté. Sur le moment, j'avais jamais vécu un tel sentiment, telle montée d'adrénaline d'un coup, ça m'était jamais arrivé, donc j'avais besoin d'en parler. C'est vrai qu'on dit que la parole libère, là, ça m'a vraiment libéré d'en parler 3-4 heures après avec mon chef, quoi. C'est vrai que si on revient sur les relations particulières qu'on peut avoir avec nos collègues, c'est que quand on vit une situation difficile, il est difficile d'en parler avec quelqu'un qui n'est pas du milieu. Donc pourquoi c'est difficile? Parce qu'il faut passer par un temps d'explication, et donc c'est repasser par cette erreur qu'on a pu faire et la réexpliquer. Et donc là, le fait de le reformuler, de se remettre dans la situation, peut-être que avoir quelqu'un en face de soi qui comprend directement la situation, c'est plus facile. D'accord, oui, avoir quelqu'un qui sait de quoi on parle sans qu'on soit obligé de tout expliciter
ça facilite la libération de la parole à vos Je yeux? pense, oui. Avec quelqu'un à qui on peut s'identifier, qui a sûrement vécu la même chose. Enfin, moi, c'est vraiment cette charge émotionnelle il fallait que je libère ça, quoi. Ouais. Fallait que ça sorte. Ouais, Nathalie, ça vous... Ça me touche beaucoup ce qui est dit parce que je me revois en consultation. Arthur parle de traumatisme avec des soignants traumatisés, des jeunes médecins, des infirmiers, et on se rend compte que la hiérarchie, les pairs, mais surtout la hiérarchie, a un rôle extrêmement protecteur. Et quand elle n'a pas su faire face, qu'elle n'a pas reconnu ce qui a été ressenti, ou qu'elle a un peu traité ça en dérision ou en mépris, parce qu'elle n'est pas à l'aise soi-même, c'est souvent maladroit, c'est pas tellement malveillant, eh bien, on voit que le pronostic psychique de la personne que j'ai en face, il n'est pas le même. Et que le psy ne peut pas grand-chose, malheureusement. Les pairs et la hiérarchie, dans ces cas-là, aident beaucoup plus qu'une approche professionnelle telle que je peux l'avoir. Je me permets d'insister. Et c'est moi, très souvent, qui prends mon téléphone, qui appelle le cadre, parce que quand c'est des infirmiers, je dis, écoutez, je crois qu'il a besoin de discuter avec vous de ce qui s'est passé, et ça sera important que vous reconnaissiez que ça a été très dur pour lui. Et ça, je ne l'ai pas fait qu'une fois. Je pense que c'est tout à fait essentiel. Alors d'habitude, là c'est bien dit, ça se fait assez spontanément, mais c'est quand ça dysfonctionne qu'on se rend compte à quel point c'est important. Alors, vous pouvez réagir soit en posant des questions, soit simplement en exprimant un avis sur le chat. Et Audrey, je ne sais pas si on a déjà des... Alors c'est pas une question, mais c'est plutôt un retour d'expérience qui va aller dans le sens de ce que vous disiez précédemment, justement d'un médecin qui est installé en libéral, qui a dans ses employés des IAD, ces fameuses IAD avec qui elle travaillait quand elle était jeune interne. Et qui aujourd'hui sont ses employés. Et justement, ce qu'elle explique, c'est que elle a établi une relation de confiance, de respect, c'est les mots-clés que vous avez donnés. Et que du coup, aujourd'hui, ça se passe bien parce que ces IAD sont ses employés, en fait. Oui, c'est une relation encore plus particulière de hiérarchie. C'est ça. Oui, là, c'est vraiment employé-employeur. Et en effet, c'est les mots-clés, la confiance et le respect qui dominent et qui font que du coup, les choses se passent bien. D'accord. Alors, j'ai une dernière question sur cette thématique pour Nathalie. Parfois, comme vous l'avez bien exprimé, messieurs, les choses se font assez spontanément. Il m'a attrapé, il m'a descendu à la cafétéria ou simplement on en parle dans le service. Parfois, elles ne se font pas, soit parce qu'on ne reconnaît pas les signaux, soit parce que peut-être on n'a pas l'énergie pour aider notre collègue, parce que ça a été difficile pour nous aussi. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il existe des structures? Est-ce qu'il existe des ressources extérieures, Nathalie, pour oui, il y a toujours pouvoir des ressources extérieures. Moi, je reçois beaucoup de professionnels, y compris des hiérarchies, qui parfois se questionnent parce qu'ils sentent depuis une situation un malaise dans l'équipe et on sent que là, ça a mal communiqué. Et moi, je pense que aussi un chef, et ça c'est important de le dire, peut aussi dire que ça a été très difficile pour lui. Et je crois que ça, les équipes le vivent bien. Alors parfois, les chefs ne s'autorisent pas à le dire, un peu comme si ça marquait leur fragilité. Les médecins aussi, souvent, veulent faire l'effort ou cachent, etc. Alors que les équipes vivent très bien qu'un médecin puisse dire « moi, j'en ai pris plein la tête, je ne suis pas bien du tout depuis cette situation ». Alors, il ne s'agit pas de s'effondrer et puis d'être complètement démoli devant ses équipes. Ce n'est pas de ça qu'on parle, mais c'est de montrer qu'on est humain, on a souffert, que ça nous a perturbés, que c'est pas simple. Alors ça, c'est toujours extrêmement bien vécu. Et je trouve que de la part des médecins, et a fortiori quand ils deviennent hiérarchiques, c'est pas assez fait. C'est pas assez fait aussi parce que, à la fois culturellement et dans notre formation, ce ne sont pas jusque-là les valeurs qu'on nous enseigne. En tout cas, moi, je suis un peu plus vieux que vous, messieurs, mais je me souviens très bien qu'on m'a plutôt appris à tenir le coup, ne pas trop exprimer mes sentiments, à reconnaître quand ça n'allait pas. Oui, je pense que c'est un peu moins d'actualité. Je pense qu'aujourd'hui, on a une culture plus ouverte, on communique plus, on dit plus ce qu'on ressent. Mais c'est vrai qu'il y a encore, je pense, un dernier bastion de ça, c'est la chirurgie, où on essaie de faire un peu les fiero à chaque fois. Il ne faut pas montrer ses sentiments, il faut montrer qu'on est de marde devant n'importe quelle situation. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. On a tous nos fragilités. Et justement, c'est le fait de les dire qui nous rend plus humains et on fait un métier humain avant tout, quoi. Non, complètement d'accord. Ouais.
Alors j'ai pas mal de situations en tête ou de questions à vous poser. Je vais essayer de garder un peu le fil. Je me demandais notamment vis-à-vis des patients, lorsqu'on est patient et qu'on voit des professionnels qui entre eux peuvent avoir un comportement familier ou amical, est-ce que finalement ça inspire confiance ou au contraire est-ce que ça peut inquiéter de voir un médecin et une infirmière se parler comme des amis, des copains? Est-ce que, je ne sais pas, messieurs, à vos yeux, déjà, est-ce que ça vous arrive? Je pense qu'on a des relations assez amicales à l'hôpital. Je pense que c'est important qu'on ait ces relations-là. Je ne pense pas qu'aux yeux des patients, ça le fasse stresser plus qu'autre chose. Non, je ne pense pas que ça l'inquiète particulièrement. Après, bon, il faut savoir garder le respect vis-à-vis du patient, hein, qu'on voit en face, à qui on fait des annonces diagnostiques, qu'on va opérer, etc. Il y a des temps à respecter, une certaine distance à respecter. Et on le voit beaucoup au bloc opératoire où quand on endort un malade, on essaye, c'est calme dans la salle, ça parle pas trop, on met pas la musique, on va pas faire de bruit, des choses comme ça. Mais je pense qu'au contraire même, un patient se sentira plus à l'aise s'il voit qu'il y a une entente dans l'équipe et une communication entre l'anesthésie, entre l'infirmier qui circule, entre le chirurgien, avec l'interne, avec n'importe quel personnel. Je pense que c'est vraiment important de montrer cette cohésion-là. Moi, je peux faire mon retour d'expérience de patiente, du coup, parce que pour réagir par rapport, j'étais en train de réfléchir moi en tant que patiente, comment je vois les choses dans ce que j'ai pu vivre déjà. Et en effet, je pense que quand on voit que les gens s'entendent bien, qui communiquent bien, même s'ils se disent salut, qu'ils se tutoient ou peu importe, je me dis, au moins, ils savent travailler en équipe, ils savent travailler ensemble. Du coup, je pense que je suis plutôt en sécurité. C'est déjà arrivé, mais ça doit arriver de partout, je ne dois pas être la seule, d'avoir justement d'entendre après un bruit de couloir. Il suffit qu'on passe dans le couloir et on entend oui, l'autre, il me fait chier, machin. Et ça, du coup, je pense que pour le coup, si les patients entendent ce genre de choses ou se rendent compte qu'il y a des crispations dans l'équipe, là, par contre, je pense qu'en effet, ça peut plus déstabilise beaucoup, moi, je pense, les patients. Alors, docteur Prieto, je ne sais pas quel terme utiliser, mais je dirais que le terme positif serait peut-être la connivence, qui serait un terme… Faut que l'atmosphère générale de l'équipe inspire confiance. Donc, je suis tout à fait d'accord de dire qu'on a vraiment le sentiment que les patients sont rassurés quand ils voient que ça communique bien, etc., que les gens s'entendent. Par contre, attention à montrer trop de copinage, hein, bien sûr, hein, ou ce qui a été dit tout à l'heure, il faut toujours garder un respect, parce que pour nous, ce qui est très automatique, hein, pour les soignants très automatique, pour les patients revêt toujours un caractère effrayant. Et quand on tourne les choses en dérision, moi j'ai vu des équipes faire ça, un peu devant les patients, ou quand on est trop désinvolte, ça c'est souvent un peu mal vécu, hein, parce qu'ils ont un peu l'impression qu'on travaille un peu par-dessus la jambe et que du coup, voilà, ça fait une atmosphère qui ne met pas en confiance. Voilà. D'accord, alors que ça peut être un moyen de gérer son stress, peut-être maladroitement, mais j'imagine Ouais, mais les patients vivent mal un peu les moqueries ou les choses, l'humour, paradoxalement, il a toute sa place, mais il n'a pas de place quand il y a la peur. Quand il y a du stress, l'humour n'a pas sa place pour les patients, hein. C'est très compliqué, c'est deux choses antinomiques. Et pour arriver à faire de l'humour, il faut déjà bien connaître le patient, savoir qui va réagir, et arriver à le détendre avec de l'humour, ça suppose qu'il n'est pas trop stressé quand même, quoi. Oui, bien sûr. Alors Audrey, vous parliez du tutoiement comme ça dans votre souvenir. Comment vous faites, vous messieurs, avec vos collègues? Vous vous tutoyez, vous vous voyez? C'est vrai qu'on se pose souvent la question, puisqu'on change de stage tous les 6 mois. Et moi, je pars d'un principe, c'est que je tutoie jusqu'au chef de clinique. Ensuite, je vous vois tous les titulaires. C'est une question d'âge, de cheveux blancs, C'est pas une question d'âge, je pense que c'est une question de poste aussi, parce que si je m'arrête au chef de clinique, souvent c'est effectivement parce qu'ils sont rapprochés en âge par rapport à moi. Mais je vous vois les PH et les PEPH. D'accord. Et vous? Tout pareil. Vraiment, j'ai la même dichotomie, clinique à inclus, je tutoie et après je tutoie plus. Après, je pense que c'est un peu une question de feeling. Il y a des jeunes PH, donc des jeunes titulaires qui vont avoir 35 ans et le courant va très bien passer et je vais les tutoyer facilement. Mais je pense qu'il faut quand même garder le vouvoiement facile, notamment dans notre milieu. Je pense qu'on vous voit et
sur le moindre doute. Et quand on nous dit « Ok, tu peux me tutoyer », on tutoie. Alors c'est très culturel, hein, et on se complique un peu la vie. Les Français et les Anglo-Saxons font beaucoup plus simple, puisque c'est you, point, c'est tout. Nathalie, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est très culturel, hein. Moi, je suis arrivée dans les services de psychiatrie, c'était le fonctionnement qui vient d'être décrit. Et puis, je suis arrivée dans un SAMU, et là, dans un SAMU, tout le monde se tutoyait. Chef de service inclus, etc. J'ai trouvé ça très sympathique parce que sachant qu'on peut tutoyer avec respect et vous voyez avec irrespect, moi je pense que ça peut tout à fait, c'est pas forcément corrélé. Donc voilà, j'ai une position qui est pas du tout tranchée. Je trouve que c'est très franco-français hein, pour avoir un peu travaillé, par exemple, chez nos voisins espagnols, c'est vrai que, par exemple, le vouvoiement est perçu comme une entre collègues, est perçu comme une mise de distance presque irrespectueuse. Donc, on voit bien que c'est quand même un peu culturel. Et puis aussi, je n'allais pas dire que culturel, ça dépend de la proximité qui est nécessaire pour les soins. C'est vrai que quand les équipes de SAMU qui montent dans le camion, qui partagent des choses, etc., je les ai jamais vus se vouvoyer. Ça paraît inapproprié d'ailleurs. Hein, moi, je sais quand je pars sur une catastrophe, j'arrive plus à vouvoyer les personnes parce qu'on va, voilà, avec ce qu'on vit, on a besoin d'être soudés. Bon, je dirais c'est très relatif. Hein, c'est très relatif. Et ce qui est assez intéressant aussi, je trouve, c'est que ça ne dépend pas que de la personne qui est en face, mais aussi de la relation un peu de hiérarchie, de connaissance qu'il y a entre. Typiquement, je pense notamment quand un urgentiste nous appelle pour les avis, personnellement, j'ai le tutoiement assez facile parce qu'il nous pose une question, du coup on se place comme, entre guillemets, un détenteur de la connaissance, parce que c'est notre spécialité et c'est un patient qui vient pour un problème de notre spécialité là. Et c'est vrai qu'en fait, je ne sais pas du tout quel âge ou combien de cheveux blancs ou quel statut exactement a la personne en face, puisqu'il se présente comme un des médecins des urgences, ou parfois un des internes, et là c'est beaucoup plus facile. Mais donc en fait, il y a aussi dans quelle position on prend dans cette relation-là, quoi. Donc je pense que ça dépend vraiment de la situation. Oui, certainement. Après, ce qui est difficile aussi, c'est de passer de l'un à l'autre. Alors, je ne sais pas si vous avez des exemples de personnes que vous tutoyiez et maintenant vous voyez, ou plutôt l'inverse, que vous voyiez et que maintenant vous tutoyez. J'avais vécu cette situation quand j'étais externe, pour le coup, à Rennes, où j'avais travaillé dans le service de neurochirurgie avec un chef de clinique qui me tutoyait, que je tutoyais. Et quand j'étais repassé en garde 2 ans après, il était passé MCUPH. Donc là, j'avais interdiction de le tutoyer. Et comment cette interdiction s'était exprimée alors? Elle s'était exprimée très simplement par le premier tutoiement où il m'a dit non. Maintenant, je suis MCUPH, donc il faut me vouvoyer. Mais il se souvenait de toi. Mais il se souvenait de moi, évidemment. Ouais, neurochirurgie. C'est particulier. Délicat. Alors, on a parlé de cet exemple justement du vouvoiement. Il y a d'autres situations. Une situation qui me vient à l'esprit, c'est celle où on souhaite, voire on doit exprimer une critique, voire un reproche. Alors ça peut être un simple désaccord. Et où c'est difficile parce qu'on doit exprimer ce désaccord vis-à-vis d'une personne dont on est proche, voire d'une personne avec qui on buvait un café ou une bière la veille au soir. Là aussi, est-ce que vous avez des expériences de ce type-là et comment vous avez fait pour… C'est vrai que c'est difficile. Pour ma part, j'ai plein de copains infirmiers avec qui j'ai tissé des liens d'amitié. Mais bon, après, ça fait partie aussi de la relation amicale, c'est de se dire les choses. Donc, il faut passer par là, il faut se forcer à le faire. Et je pense que la personne en face ne va pas nous en vouloir. Si c'est bien expliqué et que c'est fait dans les règles de l'art. Mais je ne pense pas qu'on va brusquer quelqu'un à lui dire écoute, ça il ne faut pas le faire ou ça il faut le faire autrement. Est-ce qu'il y a un risque, Dr Prieto, de justement… Alors là, c'est peut-être la partie où on s'emprunte un petit peu les relations soignant-soigné, hein, où il est toujours question avant de mettre un avis négatif ou être une contradiction, d'écouter l'autre. Hein, on le fait avec les patients. Et c'est vrai qu'il faut avoir le réflexe avec les collègues, a fortiori des collègues avec qui on doit travailler et avec qui, justement, comme vous dites très bien, on a bu une bière la veille. Là, il faut vraiment, et ça, c'est aussi peut-être culturel,
de comprendre que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord voilà, qu'on doit forcément qu'il y en a un qui gagne et un qui perd, ou qu'on humilie et qu'il y a un gagnant, un perdant. Ça, je trouve que c'est aussi très culturel parce qu'on peut tout à fait dire non de manière correcte et de comprendre la position de l'autre et comment dire, d'émettre une opinion contraire. Mais ça s'apprend vraiment en communication avec les patients. Je crois qu'on doit faire pareil avec les collègues. Il est hors de question d'émettre des choses sans avoir écouté l'avis, même s'il nous apparaît peu pertinent. Ça me paraît important. Et quand a fortiori, les collègues sont des amis, encore plus. Et puis, un point qui me paraît important aussi, j'ai remarqué quand j'ai fait quelques audits dans les services au plan de la relation, c'est que les réanimateurs, les chirurgiens, etc., sont des gens qui sont tout à fait intelligents et capables sur un patient de comprendre qu'on ne va pas se focaliser sur un paramètre clinique ou un score, ils regardent l'ensemble de la situation. Eh bien, en matière relationnelle, c'est pareil. Il ne faut jamais être focalisé sur un aspect d'une relation et toujours considérer l'autre dans son ensemble. Ce n'est pas parce que l'infirmier là, on n'est pas d'accord avec lui que globalement, tout est acheté à la poubelle et que la relation va dysfonctionner. Voilà, je crois que là, ça, c'est vraiment très important. Et autant on est capable de le faire au niveau technique, il faut se rappeler qu'il faut le faire au niveau relationnel. Ça a peut-être changé aussi, je dirais, culturellement et socialement avec le temps. Il y a 10 ans, voire 20 ans, alors je ne demande pas d'en parler, mais on a quand même l'impression que les relations entre soignants, elles ont aussi évolué parce que le positionnement hiérarchique dans une équipe a changé. Et c'est vrai que ce qu'on observe à l'hôpital, c'est aussi le reflet de ce qu'on observe dans la société en général. Oui, il y a encore des services où c'est très vertical, hein, j'ai l'impression. Mais on s'ouvre de plus en plus, les relations sont très facilitées. On parlait du tutoiement, mais pas que, hein, c'est de plus en plus chaleureux avec le personnel paramédical, avec nos confrères de même niveau, avec nos seniors. Mais il y a encore des services où c'est, à Paris en tout cas, il y a encore des services où c'est très vertical, quoi. Il ne faut pas dépasser certaines limites. Vous pensez que ça va changer, ça ? Je ne sais pas. Je pense que ça a changé. Je pense qu'il y aura une évolution comme il y en a une, comme vous avez dit, sur les 10-20 dernières années. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'immuable et peut-être en bien. Cette hiérarchie-là, il faut peut-être la garder parce que c'est aussi ce qui fait qu'on respecte. Il ne faut pas oublier qu'on fait un métier de compagnonnage. On apprend énormément de ceux qui ont plus d'expérience. D'ailleurs, on dit que l'expérience prime sur la connaissance. Et je pense qu'il faut garder ce respect-là en se disant à des moments, OK, là on était copains hier, mais peut-être que là, la situation, elle a changé. On se pose, on fait table rase, où est-ce qu'on en est, factuel, et voilà, et on agit en conséquence. Que ce soit nous, avec quelqu'un qui soit plus jeune et qui fasse une petite bêtise et qu'on recadre, ou à l'inverse, nous, avec un senior ou quelqu'un de plus expérimenté. D'accord, c'est intéressant ce que vous dites là. Oui, il faut bien souligner que ce n'est pas parce que c'est vertical que c'est irrespectueux. Hein. Voilà, ça peut horizontal et tout à fait irrespectueux, hein, où tout le monde apparemment fait copain-copain, et quand il s'agit de travailler, ben on sent que les gens ne s'écoutent pas, travaillent pas en confiance, sont pas dans le respect. Et à l'inverse, dans une verticalité, quelque chose de très hiérarchisé, on peut aussi être très bienveillant. Hein. Moi, j'ai été dans des services à fortiori de psychiatrie où les patrons étaient vraiment des mandarins, hein, comme on le voyait à une époque, on le voit un peu moins, et on était quand même très en confiance parce qu'on pouvait poser les problèmes et que bon, c'était très vertical, mais c'était aussi très respectueux et très et dans la compréhension de nos ressentis aussi. Hein. Et j'ai connu aussi, effectivement, à l'inverse, des services de chirurgie où c'était exclusivement descendant dans quelque chose de très opératoire et très méprisant au plan relationnel. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on vous a expliqué à un moment de votre internat, au début ou à un autre moment, comment ça fonctionnait ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu un jour quelqu'un qui vous a dit « Écoute, mon petit, je vais te dire comment ça marche ». Alors là, je prends une attitude volontairement paternaliste et descendante, mais est-ce qu'on vous a dit un jour « Voilà comment ça fonctionne dans le service ?» Et ça peut être fait de façon très constructive aussi, en disant « Voilà comment
la chaîne de décision, de responsabilité fonctionne? Ouais, j'ai un retour d'expérience. Ça n'a pas été fait vraiment comme ça, mais c'est vrai que durant mon premier semestre d'internat, on m'a dit ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Vous en avez un bon souvenir de ça? Enfin, vous le considérez comme quelque chose de, comment dire, de bienveillant et de fait pour vous, ou plutôt de réglementaire et fait parce que c'est comme ça, point, c'est tout? Moi, je ne l'avais pas forcément bien pris parce que c'était pas dans une démarche bienveillante, mais c'est vrai que après, on peut en parler, c'est de ça, de savoir ce qu'il ne faut pas faire, surtout pour essayer d'avoir justement des bonnes relations avec ses collègues, ça part de ça aussi. Mais il ne faut pas le faire de la mauvaise façon. Qu'est-ce qu'on vous avait dit qu'il ne faut pas faire, par exemple? Enfin, si vous souhaitez en parler. Hein. Ce qu'on m'avait dit, après, il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Si vous avez retenu 4 ans après, on vous dit ça, il ne faut pas faire. Ça dépendait. Après, comme je vous dis, il y avait beaucoup d'exemples. Je ne me souviens pas très précisément. Mais c'est un peu les codes de conduite qu'on peut avoir au bloc opératoire. Mais voilà. Je n'ai pas souvenir que on m'ait formalisé la façon dont fonctionnait un service ou un hôpital d'un point de vue relationnel. Après, on le ressent souvent ou on nous le fait ressentir. Et je pense qu'il faut faire attention à ça parce que parfois, il y a des esprits qui peuvent assez vite se vexer. Et cette relation, elle peut être parfois un peu compliquée quand on est jeune, qu'on sort de l'externat, un peu euphorique, on vient de passer le concours, on a eu la spécialité ou la ville qu'on espérait, on commence à gagner de l'argent, on commence à avoir une vie, enfin c'est vraiment, on commence à côtoyer le patient et avoir des responsabilités et on se sent pousser des ailes. On se sent pousser des ailes vis-à-vis du patient, vis-à-vis des indications, etc. Et puis vis-à-vis de nos collègues aussi. Et faire attention à ça. Alors ça, quand on l'entend, ça semble évident, et pourtant quand on y réfléchit, on se dit mais c'est quand même fou que ces compétences-là, ces compétences relationnelles, elles ne soient pas enseignées, alors que ce sont des compétences tout aussi importantes que les compétences techniques. On nous apprend à nous laver les mains et à avoir un comportement stérile au bloc opératoire, mais on ne nous apprend pas comment communiquer avec des IBOD ou avec des chefs de service. C'est ce qu'on appelle généralement le facteur humain. Je ne sais pas, Audrey, si vous avez des exemples de liens dans d'autres domaines peut-être que celui de la santé ou de l'hôpital. De toute façon, ça tombe bien parce que ces aspects-là, justement, on le sait au sein d'Aspro, où on conçoit énormément de formations, et aujourd'hui on fait beaucoup de formations qui sont dites non techniques, facteurs humains, parce que justement on se rend compte qu'une fois que les gens sont installés, en fait c'est ce qui pêche, c'est ce qu'on vous a jamais appris en matière de management, de communication avec les équipes, et ça c'est un vrai sujet. Donc nous chez Aspro on a pris ça à bras le corps, parce que derrière en matière de risque c'est important au niveau de la situation du patient. Voilà, donc ça rejoint tout à fait ce que vous disiez. Après, c'est vrai dans énormément de métiers aussi, le fait de ne pas apprendre forcément à communiquer. Je ne sais pas, moi je viens aussi du monde de l'entreprise. Typiquement dans les entreprises, vous avez des gens qui vont être par exemple dans un atelier, puis qui vont monter de grade en grade au fur et à mesure, qui vont devoir manager les équipes. C'était leurs collègues, maintenant ils sont devenus le directeur d'une équipe et ils doivent les manager. Et en effet, c'est pas naturel. On peut avoir une appétence pour ça, en effet, mais en tout cas, c'est pas naturel. Et si on ne donne pas des éléments précis là-dessus, si on n'enseigne pas, en effet, ça peut devenir après derrière problématique, parce que ce soit dans une entreprise ou dans un bloc, on travaille tous en équipe. Donc en effet, il faut savoir parler à son équipe, aux personnes, aux infirmières, vous dans votre cas, dans les blocs opératoires. Mais je dirais que c'est important de partout, quel que soit le domaine en fait. Il faut certainement déjà reconnaître, première étape, que ça s'apprend. Oui. Et que ce n'est pas inné ou que ça ne tombe pas du ciel. Ça peut s'améliorer avec l'expérience, mais ça ne tombe pas du ciel. Et vous avez parlé tout à l'heure, Nathalie, de la simulation comme un outil intéressant pour justement développer ces compétences. Oui, parce que le facteur relationnel, en fait, on se rend compte qu'il ne peut pas être enseigné en cours magistral, parce que les rares fois où je l'ai fait, je ne le fais plus du tout, où on met une diapo en disant, voilà, il faut être correct, il faut écouter l'autre, etc. D'abord, c'est d'une banalité affligeante en apparence. Ça paraît une évidence, mais on se rend compte que quand on met les gens en situation et on leur dit, voilà, faites-le, dites-lui non, expliquez-lui comment faire, eh bien là, c'est une autre affaire.
Et du coup, moi, j'insiste vraiment, hein, les méthodes pédagogiques changent. Et c'est vrai que ces enseignements par la simulation où on implique les gens dans la façon de faire, par exemple, je donne un exemple très simple, c'est la reformulation dans des charges émotionnelles pour un patient. Quand un patient est très chargé au plan émotionnel, pour baisser la charge, il faut prendre en compte et notamment reformuler un peu ses inquiétudes, ne serait-ce que ça. Autant c'est facile à faire quand les patients ne sont pas chargés, mais ça ne sert à rien, voire ça a une attitude caricaturale inutile. Mais quand on met de la charge qui va contaminer le soignant est totalement incapable de reformuler, ne serait-ce que ça. Alors que, en fait, ce qu'il faut faire, c'est l'apprendre et apprendre à reformuler, apprendre à écouter, avoir une communication non violente. Par exemple, quand on donne un ordre, eh bien, c'est des choses qu'il faut apprendre et qui s'apprennent exclusivement en faisant. Donc, voilà, ça, c'est vraiment très intéressant, sans compter que j'ai accompagné beaucoup d'équipes, même sur des soins très techniques, hein, je pense à l'ophtalmologie, sur des soins où les patients manquaient de compliance, et on se rend compte que c'est toujours des histoires de communication. Donc la simulation est effectivement un outil intéressant parce qu'on peut s'entraîner à faire dans une situation simulée quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire ou qu'on n'ose peut-être pas faire. Et de l'avoir fait ensemble en équipe, en simulation, ça nous autorise, ça nous facilite à le faire dans la vie réelle. Vous avez peut-être des... J'ai pas d'exemple plus précis, mais je pense que la simulation, c'est un très bon outil, mais qu'elle peut quand même avoir des limites. C'est-à-dire que les simulations sont faites généralement dans un cadre qui est plutôt propice à l'échange et aux relations. Nous, en tant que chirurgiens, on peut être amené à aussi réagir face à des situations de stress. Et ça, je pense que les simulations, elles ne peuvent pas les simuler et qu'il faut les vivre pour voir comment nous, on réagit face à ça, pour après pouvoir s'adapter et puis évoluer. Mais si on ne les vit pas, je ne pense pas que la simulation puisse faire quelque chose. Alors, j'ai des exemples comme ça de simulation dont l'objectif était justement d'essayer de développer des compétences relationnelles communication. Je me souviens d'une formation par simulation qui visait à essayer d'enseigner comment signaler à quelqu'un qui est bien au-dessus de nous hiérarchiquement tout simplement lui signaler quelque chose qui ne va pas. Et je me souviens de ce scénario, c'était un scénario d'anesthésiste, parce que je suis anesthésiste, qu'on avait fait en congrès. Le scénario consistait à faire poser une voie veineuse de façon stérile par un complice, un facilitateur, qui était dans ce scénario le chef de service. Donc le chef de service est en train de poser une voie veineuse, normalement stérilement, et il a des lunettes, et il a mis ses gants stériles, et ses lunettes commencent à tomber, et top, il remonte ses lunettes avec ses gants stériles. Et donc le participant à la séance est censé lui signaler qu'il a fait une faute d'asepsie. Alors comment on fait quand c'est comme ça? Comment on dit à son chef qu'il a fait une faute d'asepsie? On ne lui dit pas. On vous voit déjà dans c'est difficile. Clairement, c'est difficile. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Pour poser une voie veineuse, si c'était mon patron, franchement, je ne suis pas sûr que j'irais lui dire. Je pense que c'est une question aussi de à qui vient la responsabilité au final. Parce que pour qui on passe, si on dit à quelqu'un qui est bien plus expérimenté, qui connaît beaucoup plus de choses que nous, là, monsieur, vous avez fait une erreur, ou madame, vous avez fait une erreur, il va nous regarder et nous dire, mais t'es qui pour faire ça? Donc, voilà. Il y a des pistes. Hein. Je me souviens dans le scénario, ce qu'on essayait de leur faire faire, ou qu'on leur montrait après au moment du débriefing, c'était que le problème ou la question, ce n'était pas l'erreur. Et que si on n'était pas dans une relation de signalement d'une erreur, ça facilitait les choses. Donc, première chose, déjà, si on lui proposait des gants stériles, de changer de gants, alors soit la personne avait tout bien compris et saisissait la perche tendue, bah oui, tiens, merci, je vais changer de gants. On contourne un peu le problème, quoi. L'étape d'après, parce qu'on demandait au facilitateur, justement, quand on lui proposait de changer de gants, de dire non, non, merci, j'en ai pas besoin. L'étape d'après consistait à exprimer son inquiétude pour le patient. C'est-à-dire à ne pas dire à son chef vous avez fait une erreur, mais à dire je suis inquiet pour le patient et pour son asepsie. Deuxième porte de sortie. Et l'étape d'après consistait à verbaliser les choses de façon beaucoup plus évidente.
Et alors peut-être qu'on peut trouver que cette situation n'est pas grave ou catastrophique, ça se discute, hein, parce que ça peut avoir quand même des conséquences sceptiques importantes. Mais dans d'autres domaines comme l'aéronautique civile et notamment le pilotage d'avions et d'appareils, eh ben, il y a une codification qui permet justement à un copilote de signaler à son pilote qu'il n'est pas d'accord avec sa décision. Je ne sais pas, Nathalie, si vous avez des... Oui, alors là vraiment, hein, j'insiste un peu, c'est pas pour défendre une méthode pédagogique qui permette ça, mais il n'y a pas besoin d'être tendu pour apprendre à communiquer. Je veux dire simplement d'apprendre à exactement ce que tu dis très bien, Julien, ce que tu dis très bien quelle est la meilleure manière de faire et essayer de trouver une formulation acceptable. Moi, je trouve que c'est vraiment des choses qui s'apprennent. Et même si on ne va pas retenir exactement cette situation-là, en tout cas, on sera alerté et on ne le dira pas de manière brutale en risquant de compromettre sa carrière. Voilà, ça me paraît important. Ça me paraît vraiment très important. Alors la deuxième vertu de la simulation, c'est de faire participer toute sa hiérarchie dans des séances de simulation aussi. Alors ça prend plus de temps puisque c'est un changement culturel, mais je ne peux pas imaginer un instant que un opérateur, quel qu'il soit, aussi expérimenté et haut hiérarchiquement qu'il soit, considère que ce soit bien de faire une faute d'asepsie. Donc c'est soit que la personne ne l'a pas perçu, ou elle ne peut même pas l'imaginer, et donc de la faire participer à des séances régulières de simulation où, sous couvert de ce jeu, avec toutes les guillemets qu'il faut de la simulation, on lui montre qu'il peut y avoir des situations où on n'ose pas lui parler, peut lui faire prendre conscience de cette difficulté. Parce que j'imagine qu'il y a des chefs qui se rendent pas compte à quel point il peut être difficile de leur signaler quelque chose, et leur dire est quasiment impossible. Par contre, les intégrer à un jeu, peut-être justement en leur faisant jouer ce rôle de facilitateur, leur permettra d'expérimenter ce que c'est que de ne pas pouvoir dire quelque chose à quelqu'un, et de retour dans la vie réelle, ils s'en souviendront. De prendre conscience, oui. Ouais. Alors ça veut dire aussi intégrer de façon beaucoup plus importante la simulation à nos outils de formation et de formation continue en particulier, ce qui aujourd'hui n'est pas encore le cas malheureusement au niveau auquel on le souhaiterait, quoi. Et puis ce que vous disiez, Julien, c'est... Désolé, on est un peu des promoteurs de la simulation tous les trois, mais il y a aussi des choses, le fait d'avoir des entraînements réguliers en matière de simulation, ça va quand même préactiver quelque chose à l'intérieur de vous qui fait que le jour où vous allez vous retrouver dans cette situation, c'est souvent des situations extrêmes dans les simulations, mais à un moment donné, quand vous serez face à une situation qui s'y apparente en vrai, je vous promets que vous allez bien mieux vivre les choses. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les tueries de masse, le risque attentat. On est obligé de faire des simulations sur ces sujets-là. Je vous promets qu'à la fin de la journée, que ce soit les médecins, les pompiers, les policiers, ils ont tous transpiré, ils n'en peuvent plus. Ils sont tous complètement vidés. Et un des outils derrière, quand on fait des exercices de simulation importants et qu'on peut appliquer dans la vie réelle quand il se passe quelque chose, c'est le débriefing. Je crois que vous en avez parlé tout à l'heure un tout petit peu, où il s'était passé quelque chose. Le fait d'instaurer aussi un débriefing quand il s'est passé quelque chose au sein de votre équipe, dans le bloc, et c'est ce qu'on fait en simulation, de toujours débriefer sur ce qui vient de se passer, ça peut aussi aider derrière à mieux travailler ensemble et améliorer la qualité relationnelle dans les équipes. Mais il faut absolument que ce soit considéré comme un outil de fonctionnement de l'équipe et pas comme une occasion de régler ses comptes ou de désigner une culpabilité quelconque. Alors on ne l'a pas beaucoup abordé ce soir, mais on l'abordera lors des émissions suivantes. C'est la question des conséquences médico-légales que peuvent avoir nos relations entre soignants. Alors, lorsque dans le prochain épisode, on abordera les relations entre soignants et patients, on se penchera sur l'importance du contenu, de la traçabilité des échanges avec les patients, et on retombera sur les échanges entre soignants qui, eux aussi, doivent être tracés, et sur les conséquences que ces échanges peuvent avoir sur le plan médico-légal en cas d'événements indésirables. On arrive vers la fin de l'émission et j'aimerais quand même poser la question. Alors, je commencerai peut-être par le docteur Prieto, mais je vous demanderai également à vous deux messieurs. Nathalie, est-ce qu'on pourrait, comme ça, en conclusion, essayer d'identifier des comportements types à éviter ou au contraire des comportements types à privilégier pour optimiser nos relations? Moi, je pense que oui, on peut déjà
s'inspirer un petit peu de tout ce qui est savoir écouter l'autre, respecter l'autre, savoir que si on n'est pas d'accord, il n'y a pas d'enjeu de pouvoir derrière, il y a juste un désaccord. Moi, je pense que ça, c'est important. Je retiendrai aussi l'idée, et ça, la petite anecdote sur le tutoiement, passage au vouvoiement est très édifiante, d'éviter les changements statutaires très brutale qui finalement montre la faiblesse dans sa position de hiérarchie. On a besoin de la démontrer. Je ne sais pas si je suis claire. Hein, donc ça, c'est très important. Moins on est assuré dans sa position hiérarchique, plus on la revendique. Donc attention à l'attitude, c'est moi le médecin, c'est moi qui décide. Parce que quand elle est revendiquée, ça veut dire qu'implicitement, elle n'est pas vraiment assumée. Donc ça, je pense qu'il faut alerter les jeunes professionnels de manière importante. Et toute la difficulté, je dirais, mais ça rejoint ce que vous avez tous dit, c'est d'être à la fois soi-même, mais dans le contrôle, parce qu'on est quand même au travail. Donc, on ne peut pas effectivement se laisser trop aller sur des mouvements affectifs, trop de copinage, trop de liens affectifs vont nuire. À l'inverse, il faut quand même rester soi-même pour pas avoir une attitude qui est négative en équipe, où on essaye d'avoir une position de prestance revendiquée qui est jamais satisfaisante. Je ne sais pas si je suis claire, mais ça me semble que c'est important, puis avoir toujours en matière relationnelle une vue d'ensemble, un peu comme on l'a dans les situations de crise, et de se dire, attends, là, ça ne va pas avec cette équipe, ça ne va pas avec ce collègue, ça ne va pas avec ce patron, qu'est-ce qui ne va pas au fond, hein, et se sortir d'un élément de désaccord pointu sur le moment, et essayer d'avoir une vue d'ensemble en se disant, peut-être aujourd'hui il est fatigué, peut-être, et donner toujours à l'autre des circonstances atténuantes. Je pense que c'est une bonne base. Très bien, merci pour cette synthèse. Et puis, messieurs, à vous les mots de la fin, si vous aviez un, deux ou trois concepts, mots, phrases à retenir. Moi, peut-être être très succinct, vous l'avez dit, mais je pense que c'est vraiment très important, la communication. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on ressent quelque chose, qu'on a envie d'exprimer, il faut le dire. Il ne faut jamais se restreindre à ce niveau-là. De la modestie, je dirais en deux, parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Et c'est un peu bateau, mais on fait tous des erreurs et on en fera tous. Et donc, garder cette modestie-là tous les jours, c'est très important vis-à-vis de n'importe quelle interaction. Et trois, de l'humanité, de l'empathie, en quelque sorte. Parce que nous sommes des humains, on travaille avec des humains, sur des humains, en quelque sorte, et il faut garder ça toujours à l'esprit. Parfait. Adrien? Moi, si j'ai un mot, c'est l'apprentissage. Il ne faut pas oublier que ces genres de relations, ça s'apprend et ça se vit aussi. Donc, ce n'est pas parce qu'on a réagi à un instant T d'une certaine manière qu'on ne va pas changer. Voilà, je trouve ça très, très important. Parfait. Merci beaucoup. Je vous rappelle que le replay de l'émission de ce soir est disponible sur le site de Brancher Solutions. Merci à Nathalie, merci Arthur, merci Adrien pour votre présence ce soir. Et Audrey, on se retrouve demain pour le deuxième épisode de Prendre soin, où nous aborderons, alors notez bien l'heure, c'est à 17h demain, donc une heure plus tôt, à 17h. Demain, nous aborderons la question des relations entre les soignants et les patients. Et nous aurons avec nous une juriste de Branchet pour aborder les aspects médico-légaux. Et nous ferons bien évidemment des liens avec tout ce qu'on a dit ce soir. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à ce live. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt, même à demain. Au revoir. Merci. À demain.